Histoire de l'Afrique du Nord ancienne de Stéphane Gsell, région naturelle de l'Afrique du Nord, 7. Comme nous l'avons dit, nous rattachons à l'Afrique du Nord, pour des raisons tirées de l'histoire, les terres qui bordent au sud le vaste golfe des Sirtes. À l'est de la Grande Sirte s'étend la Cyrénaïque, contrée à physionomie bien distincte, sorte d'île qui appartient à la Méditerranée orientale. Une colonisation prospère en fit un pays grec. Plus tard, la Cyrénaïque, devenue romaine, ne forma qu'une province avec la Crète. Géographiquement et historiquement, elle appartient à un monde tout différent de ce que nous appelons l'Afrique du Nord. Entre Gabès et le cap Misrata, le littoral bas bordé de dunes derrière lesquelles des lagunes s'étalent çà et là, semé d'oasis que séparent des espaces déserts, précède un pays de plaine légèrement ondulé qui s'élève en pente très douce vers l'intérieur. C'est la Djeffara des indigènes dont la profondeur atteint 100 km à la frontière tunisienne et diminue vers l'est. Sablonneuse et sèche, elle n'est pas habitée. Elle ne l'était pas davantage à l'époque antique, sauf dans sa partie nord-ouest, en Tunisie, où elle est très étroite. La proximité du Bourlet dont nous allons parler l'a fait de ce côté bénéficier de quelques pluies et permet d'utiliser jusque dans la plaine les ouades qui descendent des hauteurs pour des cultures exigeant peu d'eau. La Djeffara est dominée à pic par une longue suite de falaises calcaires qui se dressent à une altitude moyenne de 300 mètres, formant un vaste demi-cercle tourné vers le sud depuis les environs de Gabès jusqu'au voisinage du cap Misrata. Cette zone, que les indigènes appellent le Djebel, c'est-à-dire la montagne, n'est que le rebord d'un immense plateau saharien. Elle est loin d'avoir l'aspect régulier d'un rempart continu. Sur une largeur variable, elle a été découpée, déchiquetée, démantelée par les érosions. Parfois, elle se présente en gradins. Certaines parties ont été détachées de la masse. Elles constituent des avant-chaînes dans la partie nord-ouest du Djebel. Au nord-est, ce qu'on nomme le Djebel Tarhouna est un plateau raviné qui forme une sorte de grand bastion en saillie sur la bordure et qui se prolonge sous la direction de Homs et de Lebda par des collines s'élevant au-dessus du littoral. Le brusque obstacle du Djebel contraint les vents humides qui soufflent quelquefois de la mer à se décharger de la vapeur d'eau qu'ils contiennent. Les pluies, quoique peu fréquentes, permettent à une population assez nombreuse de vivre dans cette région. Des ruisseaux se précipitent en cascade à travers les crevasses. Les couloirs tortueux et servent à des irrigations. Sur les pentes ont été constituées des terrasses étagées que bordent des murs de soutènement et qui portent des champs d'orge ou des arbres fruitiers, surtout des oliviers et des figuiers. Au pied même des falaises, au-delà des éboulis de la frange saharienne, l'irrigation rend la culture possible. Mais les ouades s'épuisent très vite. Ils n'ont pas la force de traverser la Djellara. Derrière le Djebel commence le désert, immense champ de pierre. Le littoral occidental de la Grande Sirte, au sud-est du cap Misrata, est bordé par la longue lagune, aujourd'hui desséchée, de Taurga, vers laquelle convergent de nombreuses oueds venant de l'ouest. Ces ravins sillonnent le plateau saharien, qui de ce côté s'incline vers l'Orient et qui n'est qu'une vaste solitude. Mais les fonds plats et souvent assez larges des oueds sont imprégnés de quelque humidité, circulant par un parcours souterrain et ne se refusent pas à de pauvres cultures. Ces talwegs ont été peuplés dans l'Antiquité, comme ils le sont encore aujourd'hui. Dans les intervalles pierreux qui les séparent, la vie a toujours été impossible. Au sud de la Grande Sirte, le désert s'avance jusqu'au rivage. Il n'y a rien à tirer de cette région. Il a suffi aux anciens d'établir le long de la côte une route assurant les communications avec la Cyrénaïque.
8. Cet aperçu géographique montre combien l'Afrique du Nord manque de cohésion. Si les régions que renferme la France sont très différentes, elles se groupent autour d'un noyau central, elles se succèdent sans violent contraste, elles s'ouvrent et se parcourent par des voies faciles, terrestres et fluviales. La France est un pays d'harmonie et d'équilibre. Il n'en est pas de même de la Berbérie. S'étendant sur une longueur de plus de 400 lieues, depuis l'océan Atlantique jusqu'au golfe des Syrtes, mais n'ayant qu'une largeur médiocre, elle se prête mal à la formation d'un empire unique, au développement d'une civilisation uniforme. À l'ouest, il est vrai, la contrée fertile comprise entre l'océan, le Rif et l'Atlas forme un ensemble assez bien agencé. À l'est, un grand plateau, d'ailleurs tourmenté, occupe le centre de la Tunisie, et de nombreuses vallées en rayonnent. Mais même à proximité de ces deux régions, il en est d'autres que la nature a isolées. Au nord du Maroc, le Rif hérissé de chaînes compactes. Au sud, le Souss qui s'enfonce entre deux hauts remparts. Au nord de la Tunisie, le massif boisé de la Khoumiri. Dans l'intervalle, l'Algérie est obstruée par des montagnes le long de la Méditerranée, en grande partie occupée par des steppes à l'intérieur des terres. Dans ce corps long et mince, mal conformé, les cours d'eau n'assurent pas la circulation. La navigation n'est possible que sur 2 ou 3 fleuves de l'ouest du Maroc, surtout l'oued Sebou, qui sont séparés de la mer par une barre dangereuse. Les autres rivières se dessèchent presque toutes ou n'ont qu'un débit insignifiant pendant l'été. En hiver, ce sont pour la plupart des torrents se précipitant dans un lit encombré de rochers par de fortes pentes. Leurs vallées même n'offrent que rarement des voies d'un accès facile. Pour gagner la Méditerranée, de nombreux oueds coupent transversalement des chaînes parallèles à la mer. Il se ferait avec peine un passage par des gorges profondes et tortueuses ou par de brusques cascades. D'autres, dont le cours s'adapte à l'orientation générale du relief, sont parfois resserrés entre deux plissements ou doivent rompre çà et là des obstacles par des défilés étroits. Le fleuve le plus important de l'Afrique du Nord, la Medjerda, traverse en amont et en aval des grandes plaines, deux régions tourmentées où sa vallée se réduit à un couloir. Dans le tel algérien, les longues vallées du Chélif et de la Soumam s'étranglent en deux endroits. Entre les plaines de Guelma et de Liane, la Seybouz est un fossé à parois rocheuses. Plus loin, vers l'intérieur, des oueds vont se perdre dans des cuvettes sans issue. Les rivières de la Berbérie ont quelquefois servi de limite politique, mais leur rôle économique a toujours été très modeste. Beaucoup changent de nom selon les pays qu'elles parcourent, ce qui prouve qu'on ne les suit guère. Au-delà du littoral, les villes du Tel se sont élevées auprès de sources abondantes et dans des lieux faciles à défendre. Elles n'ont pas été, comme tant de cités gauloises, des carrefours fluviaux. Parmi les régions naturelles de l'Afrique du Nord, certains massifs montagneux sont très peuplés, malgré la médiocrité du sol, car les hommes s'y sentent plus en sécurité qu'ailleurs, tels l'Aurès, la Grande Kabylie, le Rif. Il s'y est formé de petites sociétés, jalouses de leur indépendance, n'occupant que des territoires restreints. La valeur des pays plats est, nous l'avons vu, fort inégale. Les uns ne reçoivent pas assez de pluie, d'autres sont marécageux, d'autres stérilisés par la forte proportion de sel qui se mêle à la terre. Sauf quelques régions étendues, surtout le centre de la Tunisie et l'ouest du Maroc, les espaces fertiles ne forment que des îlots qui contrastent avec la pauvreté et la rudesse des pays environnants et qui communiquent difficilement entre eux par des passages dont les montagnards sont les maîtres. Cette vaste contrée était-elle donc destinée à n'avoir d'autre histoire que les annales monotones d'une foule de cantons agités par des ambitions vulgaires et de mesquines querelles de voisinage ? Il est certain que les Berbères ont trop souvent dépensé leur énergie dans des luttes sans grandeur et sans intérêt d'individus, de familles, de coteries, de villages, de tribus.
Ils ont presque toujours manqué des sentiments de large solidarité qui constituent les nations. On lit en note. On peut dire d'eux ce que Strabon disait des Espagnols, citation, n'ayant d'audace que pour les petites choses, mais incapables d'en entreprendre de grandes, parce qu'ils n'avaient pas su se former en société forte et puissante. Fin de citation et fin de note. Cependant, des rapports se sont établis de bonne heure entre les habitants des diverses régions de l'Afrique du Nord. Une seule langue s'est répandue partout, celle dont dérivent tous les dialectes berbères. Dans les stations qui remontent à la civilisation de la pierre, on trouve déjà des indices de lointains échanges. La domestication de certains animaux dut rendre les relations plus fréquentes et plus régulières. Le climat obligeait en effet beaucoup de pasteurs à transhumer. Les nomades du sud eurent besoin des céréales moissonnées par les agriculteurs du Tel, auxquels ils apportèrent les laines de leurs troupeaux et les dattes des oasis. Les groupements que nous appelons des tribus naquirent sans doute des besoins de la défense et de l'attaque. Plus tard, des États se formèrent, unissant des régions naturelles distinctes, mais coupant en tronçons la longue bande nord-africaine. Carthage s'annexa une grande partie de la Tunisie, un royaume se constitua dans le Maroc, d'autres royaumes s'étendirent sur l'Algérie et la Tunisie occidentale. Enfin, Rome fit en plusieurs étapes la conquête de tout le pays. Et chacune des provinces qu'elle créa vécut de sa propre vie. Tandis que Lyon fut véritablement la capitale des Gaules, Carthage, redevenue au 1er siècle de notre ère une des plus grandes villes du monde, ne fut que le chef-lieu d'une de ses provinces. Dans l'Antiquité, l'Afrique du Nord n'a jamais eu une entière unité politique et administrative, comme la vallée du Nil et les plaines ouvertes de la Mésopotamie. On dit en note, où l'agriculture dépend d'irrigation qui exige des mesures générales et solidaires. Par conséquent, un gouvernement obéit de tous. Les conditions de l'exploitation du sol sont autres dans la Berbérie. Fin de note. Ces maîtres n'ont jamais pu faire accepter leur domination d'une manière définitive et complète. Les souverains des grands royaumes morts et numides ne paraissent pas avoir été aussi absolus qu'ils prétendaient l'être. Ils eurent souvent, comme Carthage, à réprimer les soulèvements de leurs sujets. La paix romaine fut fréquemment troublée par des révoltes d'indigènes dont les moins graves ne furent pas celles qui éclatèrent sous le Bas-Empire après plusieurs siècles d'occupation. La structure du pays maintenait chez ces diverses populations le contraste des mœurs et des intérêts. La civilisation et la barbarie vivaient côte à côte, l'une dans les plaines et les plateaux fertiles, l'autre dans les régions déshéritées des steppes, dans les massifs montagneux qui dominaient et isolaient les riches campagnes, et d'où elles guettaient les occasions favorables pour se précipiter au pillage. Cette opposition a empêché la formation d'une nation berbère maîtresse de ses destinées, et quand la conquête étrangère a pu imposer à l'Afrique du Nord une apparence d'unité, elle n'a pas réussi à fondre dans une harmonie durable des éléments aussi disparates.